Salut à toutes et à tous, c'est Elias. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec une légende des sports de combat. J'ai nommé Jérôme Le Banner, multiple champion du monde de kickboxing, multiple champion du monde de Muay Thai, auteur de plus de 70 KO au cours de sa carrière et des victoires contre des grands du sport comme Ernesto Hoss ou encore Peter Hart. Celui que l'on surnomme Geronimo ou encore le roi sans couronne sera de retour dans un octogone. Ça se passera le 4 juin au MMA Grand Prix au Havre. Salut Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut à toi. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup Jérôme encore une fois. Alors je le disais dans l'introduction, c'est vrai que ta carrière elle est tout simplement immense. Plus de 100 combats de kickboxing contre les plus grands de ce sport à ton actif. Tu es aussi invaincu en boxe anglaise. Tu vas te mesurer au Serbe Ivan Vicic le 4 juin au Havre pour ton retour dans un octogone. On peut clairement dire que tu n'as absolument plus rien à prouver. Alors pourquoi est-ce que tu as décidé d'accepter ce combat? Quand on dit on n'a plus rien à prouver, c'est déjà qu'on est déjà mort. Moi, je pense que demain, j'ai des choses à prouver. Tout à l'heure, j'ai encore des choses à prouver. J'ai des choses à me prouver tout le temps. Donc, moi, c'est ma façon de penser. Je me prouve à moi-même que demain est un autre jour et il faut persévérer dans la souffrance, dans la gloire, dans la beauté. Voilà. Digne d'un grand champion comme tu es, c'est vrai que ça fait plaisir à entendre. D'ailleurs, pour prouver ce que tu dis, bah, j'ai tout simplement envie de te dire qu'à 49 ans, tu es toujours en forme, aussi bien physiquement que mentalement. On sait que c'est très difficile de maintenir une telle shape que la tienne durant toute sa carrière, surtout quand on a une carrière justement aussi longue que la tienne. Comment est-ce que tu t'y prends pour réussir à être encore en forme aujourd'hui? Déjà, j'ai la chance d'avoir une salle d'entraînement chez moi, ce qu'on appelle un dojo. J'ai une compagne, j'ai une fiancée qui est passée de la philosophie à l'aïkido, à la boxe au kickboxing. D'ailleurs, elle a gagné ce week-end en Belgique. Donc, elle a 32 ans, donc forcément, il faut rester jeune, aussi bien dans sa tête que dans son corps. Donc voilà. Et puis, quand je vais au MMA Factory avec Alan, Cyril, tout ça, je pense que j'ai été peut-être des fois des exhausteurs de goût pour la boxe thaï, pour les arts martiaux et pour le MMA, voilà. Et donc, je pense que ça me donne envie de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Voilà, je pense que c'est ça. Et le 4 juin, c'est aussi parce que, en fait, la petite histoire du 4 juin, c'est que j'avais envie de ramener la cage au Havre, la cage. Ouais. Malgré tout ce succès durant ta carrière, on peut dire que bah, justement ta carrière et ta vie auraient pu prendre une toute autre direction, puisque début des années 2000, tu affrontes le légendaire Ernesto Host pour la 5e fois. Malheureusement, c'est vrai qu'une énorme blessure t'empêche d'aller décrocher la victoire. Après le combat, on te diagnostique en fait une triple fracture du bras, ce qui est tout simplement gravissime. Ça ne t'a pas empêché d'aller décrocher 3 victoires consécutives quelques mois après cette grave blessure. Ça en dit long aussi sur ton état d'esprit qui est vraiment irréprochable et un mental à toute épreuve. Moi, pour moi, c'est la première fois que j'ai une blessure. Je récupère très, très vite. Et je me suis dit, allez, en 3 semaines de temps, ça va être bon. Et je me rappelle avoir retiré le plâtre au bout de 2 semaines, faire des pompes, puis tout péter l'armature du bras. J'ai tout pété. Donc, obligé de refaire une opération, une greffe osseuse. Enfin, c'était un vrai bordel, ce truc-là. Mais bon, ça m'a pris conscience que j'étais un être humain. Enfin, j'étais comme tout le monde. J'étais comme toi, comme moi, et que le temps de récupération par rapport à l'âge, il y avait un date time, tu vois. Donc, bon. Donc, ça, c'était pour les trucs. Et après, quand je suis retourné au Japon, quand les chauffeurs de taxi m'ont reconnaissé, machin tout, ça m'a fait comme quelque chose que je me suis dit, un an sans combattre, l'air dont j'ai perdu, bah non, l'air dont j'ai perdu, de me relever comme ça, style un samouraï gaijin, étranger, comme disent, j'ai eu les lettres de noblesse. Voilà. Dans plusieurs interviews, tu as confié que tu regrettais finalement de ne jamais avoir eu l'opportunité de signer à l'UFC, qui est certainement l'organisation numéro 1 du MMA mondial. Pourtant, tu es considéré par beaucoup de gens comme l'un des meilleurs kickboxers de l'histoire, si ce n'est le meilleur, tout simplement. Pourquoi est-ce que tu nourris encore aujourd'hui de tels regrets quant à cette opportunité liée à l'UFC? La fougue la fougue de la jeunesse que j'ai toujours. Tu vois, mon corps, il suit encore un petit peu, mais c'est vrai que, c'est vrai que moi, j'étais sous contrat avec le K1 à l'époque. Quand à un moment donné, on m'avait dit de critiquer un peu le Pride parce qu'il y avait un combat où est-ce que c'était que du sol, tout ça, c'était Gracie contre un japonais, Fujita ou un truc comme ça, où ils avaient passé une demi-heure au sol, tu vois. Bon, avec Christophe Midou, tout ça, on avait rigolé un petit peu parce que les mecs prenaient 1 million de dollars, je crois. Et je me dis, putain, c'est quoi? C'est un vidéosexe, le truc. C'est que je suis derrière, je suis machin. Bon, forcément, on va dire d'un petit peu extrapoler la chose pour faire bouger les choses et justement
la communauté du Pride avait réagi. Le Ishii avait été voir Monsieur Inoki pour s'excuser. Moi, pareil. Et donc, en fait, c'était pour faire le match Fujita contre Le Banner. Sauf que je rapportais beaucoup d'argent à l'époque au Japon. Donc, ils ont fait après, ils ont fait Crocop contre Fujita. J'ai été vraiment bloqué avec le K1. Il y a un petit regret, mais sinon, quand je regarde ce que j'ai fait avec les moyens que j'ai pu avoir, tu sais, moi, maintenant, t'as Internet, t'as Venom, t'as un mec comme Fernand qui est là pour le management, l'entraînement, tout ça et tout. Moi, j'avais que dalle. Hein. Moi, les Hollandais, ils avaient des grosses écoles, chez Kureki, Mejiro Gym, Vos Gym. Moi, j'avais que dalle. J'arrivais avec un espèce de survêtement tactile tout troué, et puis on m'appelait 2 jours avant pour les combattre, pas de problème. Non. Yes, let's go, let's do it. Andrei Arlovski est devenu le recordman du nombre de victoires à l'UFC justement à 43 ans. Et puis du haut de ses 42 ans, on a aussi Glover Teixeira qui est devenu récemment le second champion le plus âgé de l'histoire de l'organisation. Bellator, tu en parlais. Récemment, on a eu aussi un Cheikh Congo que tu connais certainement, qui a combattu pour la ceinture des poids lourds à 46 ans. Te voir un jour évoluer dans ce genre d'organisation, est-ce que c'est encore possible, Jérôme? Non, mais non. Là, c'est vraiment pour me faire un kiff. Je vais à la guerre comme d'hab. Je rentre dedans et puis ça passe ou ça casse. On va faire la tactique du bowling. Hein. Je pense que je vais pas avoir le deuxième round. Hein. Soit moi, soit lui. Je donne tout, mon pote. Tu vois, je vais tout donner. Donc, non, je pense pas, à moins de faire un. Je pense pas. Je ne pense pas. Puis c'est pas. Je pense même pas au 5. Je pense là, au fond, je pense qu'au 4. Là, je pensais au week-end dernier, parce que c'était le premier combat de ma fiancée. Forcément, j'avais les tripes qui étaient un peu l'air et j'ai été plusieurs fois à terre, franchement, pour te dire. Tu vois, j'ai le mal au ventre, beaucoup mal au ventre. Je sais ce que ça fait de devoir combattre quelqu'un qu'on aime. Elle, ça va être le sens inverse pour le 4 juin. Mais non, je n'aurais pas. Enfin, écoute, non, je sais pas. Remarque, je suis menteur parce que j'ai toujours dit j'arrête, et puis on me propose, et puis je suis un quai de deb. Comme tu l'as dit, tu promets en tout cas du grand spectacle, encore une fois, le 4 juin au MMA Grand Prix. À mon avis, c'est vrai qu'on ne verra pas de deuxième round. En ce qui concerne le main event, ça s'annonce explosif. Au MMA Factory, où je t'ai entraîné, tu as eu l'occasion quand même aussi de côtoyer le très haut niveau de l'UFC. Tu as par exemple assisté directement à l'éclosion d'un certain Cyril Gane. Le Français, lui, devrait d'ailleurs combattre le 3 septembre à Paris pour le premier événement de l'organisation en France. Est-ce que tu t'attendais à ce que Bon Gamin s'impose aussi vite à l'UFC? Moi, j'avais trouvé juste à l'époque, avec Fernand, il avait trouvé un contrat avec le Glory. Moi et Fernand, on était en disant attends, bon, c'est vrai que bon, il a rencontré des bons Français, des trucs et tout, mais c'est vrai que les Hollandais en boxe style, c'est quand même c'est la référence, hein, un petit peu comme à l'époque en jiu-jitsu ou en vale-tudo, c'était les Brésiliens. Et juste là, il a eu le truc pour aller à Montréal. C'est vrai que j'ai vu une progression fulgurante. Moi, j'ai vu une progression fulgurante. Ah ouais. De là, l'UFC, non, ça, je pense qu'il y a son travail à lui, plus monsieur Fernand Lopez. En plus de Cyril Gane, tu as aussi croisé celui qui lui a infligé une défaite sur décision unanime en janvier, c'est-à-dire Francis Ngannou, que tu as accompagné aux États-Unis pour son combat contre Alistair Overeem, qui s'est fini sur un KO dévastateur. J'aimerais savoir, et je pense que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo aimeraient savoir aussi, Jérôme, à quoi ressemblaient les sparring entre d'un côté le kickboxer ou l'un des kickboxers les plus puissants de l'histoire, c'est-à-dire toi, et puis celui que beaucoup considèrent comme le plus gros puncher de l'histoire du MMA, Francis Ngannou. À quoi ressemblaient vos sparring? Il est très dur. De toute façon, même quand tu ne veux pas faire mal, le fait de poser le gant sur le menton, ça, tu ressens un peu. Non, les jambes, moi, je visais très mal dans les jambes, aussi ou dans les poings. Non, c'est une guerre, on va dire une guerre amicale, tu vois. Mais bon, après, tu sais, il faut savoir que des vidéos qui traînent, tu vas rencontrer un mec de 60 kilos, tu touches à l'épaule, après on met les coups de pied, on met les coups de poing, après on fait des. Tu sais, après, à la fin de la séance, là, j'ai vu une séance avec Cyril, bon, on peut pas savoir, c'est un peu comme un tournoi, faut savoir qui t'a pris au départ, qui t'a pris au milieu, et puis on sait qui tu prends à la fin. Mais bon, voilà, non, c'était des. Moi, j'ai toujours eu des bons rapports avec Francis, mais je l'avais dit, je me rappelle quand on était à Vegas, j'avais dit à Fernand, mais t'as signé un contrat avec Francis, non? Et moi, j'avais senti le truc. Je sentais que le mec, il voulait aller aux États-Unis. Puis Fernand, lui, il a comme sa vie en France, il a ses filles, il a son MMA Factory, donc il y avait une divergence dès le départ, tu sais. Après, il y a le possible, puis il y a le réel. Non, c'est un mec c'est un gros puncher, tu vois. Pour moi, c'est le mets avec qui je mets les gants avec. Bon, Johan Diopa, c'est pareil en boxe anglaise, j'ai mis les gants avec lui. C'est pareil. Bon, lui, par contre, Johan, il va très vite.
il fait mal dans la durée. Bon, Francis, c'est un poids lourd, un vrai poids lourd. Ça donne des coups, puis ça cherche, et puis bon, ça, mais quand ça frappe, bien sûr, ça connecte, tu vas faire dodo. Et puis ça n'a pas dû t'échapper, ben Francis Ngannou, lui, il rêve en fait actuellement plutôt d'un combat de boxe anglaise contre un certain Tyson Fury. Ça pourrait se faire d'ailleurs avec des gants de MMA. Toi qui connais très bien la boxe anglaise également, est-ce que tu penses que le champion des poids lourds de l'UFC a peut-être une chance contre le Gypsy King, c'est-à-dire Tyson Fury? Moi, je dirais 30-70 pour Fury. C'est un autre monde, la boxe anglaise. C'est un autre monde. Déjà, quand tu passes c'est un autre monde. C'est 12 rounds. C'est une cible, c'est la tête. Pour moi, c'est le sport le plus dur au monde. Parce qu'il y a une cible, c'est la tête. L'autre, il est grand. Il va falloir qu'il approche. Il est relâché les épaules. Il ressemble à rien, mais il cogne comme un rhinocéros. Non, c'est pas facile. Hein. C'est pas si facile que ça. Je dis Francis, oui, il a raison. Il va prendre une bourse de 10, 20, 30 millions de dollars. Donc, lui, de toute façon, ce qu'il veut, Francis, c'est mettre sa famille à l'abri. Il voulait toujours faire de la boxe anglaise. Je me rappelle, on en parlait de ça. Quand on était à Vegas, il voulait aller dans les salles de boxe anglaise, et puis ceci, cela, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça. Oui, je pense que ça va. De toute façon, ça va tirer du monde comme avait fait Conor McGregor avec Mayweather. Mais voilà. Ouais. Mais je trouve, oui, il a le problème avec Francis, c'est que s'il connecte une fois, bye bye. Donc bon, voilà. L'autre, la boxe anglaise, tu sais, en MMA ou même en boxe thaï ou en kickboxing, dans un entraînement, on va mettre 100 coups de poing, tu vois, 100 avant, 100 arrière. En boxe anglaise, on met 1000 avant et 1000 arrière. Donc ça, sur 10 ans, je peux dire que quand je tourne avec Johan Diopa, là, c'est deux fulguropans qu'il a dans les mains, tu vois. Bien sûr, c'est obligé. C'est obligé. Par contre, voilà, c'est comme ça. C'est leur truc. Leur corps est fait pour la fibre musculaire du bras est intensifié, ferme et ça frappe. Moi, quand voilà, les mecs de boxe anglaise, c'est clair, ça frappe. Moi, je me rappelle la première fois, je m'étais entraîné en boxe anglaise avec Baptiste Mendy. Non, Jean, qui était aux Jeux Olympiques en poids lourd, mon pote, on a fait une guerre, mais moi j'ai fini la gueule en sang, mais je ne lâchais pas, mais j'ai pris des coups, mon pote, j'avais l'impression de prendre une batte de baseball à chaque fois dans la tronche. Donc voilà, non, mais non, c'est autre chose, la boxe anglaise, c'est la boxe anglaise. En parlant de combat d'exhibition, justement, t'étais censé affronter un certain Mike Tyson en 2020. Ça ne s'est pas fait. Iron Mike a boxé Roy Jones Jr. À la place. C'est pas la première fois que tu avais l'occasion de croiser d'ailleurs Mike Tyson sur un ring. Est-ce qu'il y a des chances que ça se fasse un jour ou alors c'est définitivement mort? Bon, je pense que c'est définitivement mort, parce qu'en fait, on devait faire. Dernièrement, j'étais en Russie il y a un an, rencontrer deux, trois promoteurs qui voulaient le faire, tu vois. Parce qu'au départ, on devait le faire au Japon. Mais au Japon, il a un record, il a un casier. Il ne pouvait pas aller au Japon. Mais il a fait des pieds et des mains pour comment dire, allécher, on va dire, mettre l'hameçon, comment dirais-je, que le promoteur Ishii croit en ce futur combat. Ça ne s'est jamais fait. On s'est rencontrés, c'est là où on m'a dit oui, mais bon, vous venez de la boxe thaï, lui de la boxe anglaise. Est-ce qu'à un moment donné, s'il perd les pédales, il vous meurt l'oreille, qu'est-ce que vous allez faire? Je lui ai dit, je mettrai mon 45 dans la gueule. Mon 44 est souvent dans ma poche, sous ma ceinture, mais le 45 va le prendre en pleine gueule. Et donc là, ça est monté jusqu'à son avocat. J'étais obligé de signer avec un avocat de Hawaï d'ailleurs. J'étais obligé de signer un papier comme quoi que si je faisais ça, ma bourse allait être gelée. Pas mes bourses, hein, ma bourse allait être gelée pendant un bout de temps. Voilà, donc bon, voilà. Après, il a écrit un bouquin là-dessus où il dit d'ailleurs, j'aurais été fou de rencontrer un mec comme ça. En boxe, je crois que c'était 6 rounds de 3 minutes en boxe anglaise. Bon, 6 rounds face à Mike, bon, déjà, faut déjà finir le premier. Et je pense que ça a pu faire un beau truc. Et puis, quand j'étais en Russie, j'ai demandé à 2-3 promoteurs russes si ça les intéressait. Ils étaient très intéressés. Bon, ben non, l'autre a dit oui, a dit non, a dit oui, a dit non. Puis après, bon, on sait ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Voilà. Donc, c'était il y a un an, donc 6 mois, voilà. Alors, puisqu'on parle de boxe anglaise, je peux pas terminer cette interview, Jérôme, sans te parler d'un certain Tony Yoka aussi, puisque le français, sans aucun conteste, la plus grande star de la boxe tricolore aujourd'hui. Ça, c'est vraiment sûr et certain. Alors, malheureusement, c'est vrai qu'il s'est incliné pour la première fois de sa carrière professionnelle face à Martin Bacolé. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation à Tony Yoka? Non, moi, tu sais, c'est la boxe. Hein, non, moi, je trouve que déjà les gens qui l'ont mis sur un piédestal, ils avaient raison, c'est un champion olympique déjà. Après, il a fait des combats pour revenir au niveau qu'il a. Bon, même s'il a combattu mon pote et puis que ça s'est passé assez rapidement parce qu'on se rappelle d'être cueilli à froid, mais comme les journalistes ne rentrent jamais dans des salles de boxe, tu vois, ils devraient comprendre que
bah, des fois, c'est ce qu'on appelle être pris à froid. Tout le monde l'enterre. Mais non, non. Tony Oka, il va revenir. C'est rien du tout. Il a un moment donné, il a pris deux, trois coups, il a été un peu au sol. C'est que dalle, ça, putain de merde. Et les mecs, soyons fiers d'avoir un boxeur qui mène le drapeau, le drapeau tricolore. Moi, j'aurais pris le drapeau corse, mais bon, lui, il a plus le drapeau français, anyway. Et les gens vont vite. C'est ça qui me dégoûte un peu en règle générale dans toute, surtout dans la boxe. C'est un peu le monde. Un peu le monde c'est un peu la vie mise sous une loupe. C'est très très vite. C'est sur 12 rounds, c'est sur je sais plus combien de minutes, plus de 30 minutes. On adulte quelqu'un et après on lance lui. Bah, allez tous vous faire. Voilà. Jérôme, un grand merci pour cet entretien et pour tes réponses, tout simplement. Je me suis vraiment régalé. Je le répète, rendez-vous le 4 juin au Havre au MMA Grand Prix pour ton combat qui sera le combat principal de cette soirée. Soit dit en passant, je mettrai toutes les informations concernant cet événement dans ma description. Pour clôturer cette interview, Jérôme, est-ce que tu as peut-être un message à faire passer à tes nombreux fans? J'espère que les vrais vont répondre présent. Parce que je fais ça, honnêtement, je fais vraiment ça pour eux. Hein. Je fais vraiment ça. Les gens vont dire oui, pour l'oseille et tout. L'oseille, il n'y en a pas. Donc, honnêtement, j'espère qu'il va y avoir du monde. Moi, j'aimerais faire ça tous les 6 mois, faire des compétitions amateurs pour que, voilà, pour faire émulsionner ce sport qui est en devenir. Voilà. Donc, je fais ça pour vous, les vrais. Voilà, pour les Normands. Voilà. J'espère que vous serez derrière vos écrans, puis à regarder, dire des mauvaises choses. Ça, moi, je dis pas. Alors, donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je fais des choses. Là, ton interview, je vais pas regarder ce qu'il y a en dessous. Je m'en bats les roustons. Franchement. Donc, lâchez-vous. Allez plutôt dans une salle de sport. Allez faire un footing. Tapez dans le sac. Faites un takedown. Vous allez voir. Vous allez respirer un peu là. Voilà. C'est bon.